Théophile était seul dans la chambre à 3 heures du matin, tenant sa fille de 3 mois qui ne cessait de pleurer. Ses mains tremblaient, il ne savait pas quoi faire. 3 mois sans pouvoir la toucher, 3 mois à fuir ce regard innocent. Sa femme était morte en accouchant et la douleur était trop grande. Cette nuit-là, alors qu'il tentait désespérément de calmer le bébé, Séraphine entra dans la chambre. Elle vit son désespoir, s'approcha doucement et murmura quelque chose que personne n'avait eu le courage de dire, juste une phrase. Théophile se figea. Ces mots simples changèrent tout. Là commença une histoire que personne n'imaginait possible. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et active la cloche, car ici tu vis les histoires les plus émouvantes de YouTube. Et celle-ci va te bouleverser. La mention à Neuilly-sur-Seine est silencieuse. Les rideaux, toujours fermés, bloquent la lumière du soleil. Les immenses pièces résonnent de vide. 3 mois, cela fait 3 mois que tout s'est effondré. Théophile Lavelle, 38 ans, a construit un empire dans l'immobilier de luxe. Des tours partout à Paris portent son nom sur les plaques, mais rien de tout cela n'importe maintenant. Rien n'importe depuis cette nuit à l'hôpital. Vivienne, sa femme, son air, sa raison de se réveiller chaque jour avec l'envie de conquérir le monde, elle est morte en mettant Margot au monde. Une complication pendant l'accouchement, hémorragie. Les médecins ont tout essayé, mais elle est partie et a laissé derrière elle un homme détruit et un bébé qu'il n'arrive pas à regarder dans les yeux. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas du rejet, c'est de la douleur pure. Parce que quand Théophile regarde Margot, il voit Vivienne. Les mêmes yeux noisettes en amande, la même forme de visage, la même fossette au menton. C'est comme si sa femme était revenue en miniature, juste pour lui rappeler ce qu'il a perdu. Et la douleur est insupportable. Alors il fuit, plonge dans le travail pendant la journée, s'enferme dans le bureau la nuit et boit jusqu'à ce que le corps pèse plus que l'âme. Geneviève Dufour, mère de Vivienne, s'occupe de Margot. Elle a perdu sa fille, mais a gagné une petite fille. Et même dans la douleur, elle essaie de maintenir la famille debout, mais elle est fatiguée. Elle voit son gendre dépérir, voit sa petite fille grandir sans père. Elle a déjà engagé 5 nounous. Toutes ont démissionné. La maison est trop lourde, disent-elles. Le patron trop absent. La tristesse dans les murs est trop dense, jusqu'à ce que Séraphine Marchand accepte le travail. 29 ans. Professeure d'éducation infantile qui a été licenciée quand l'école privée où elle travaillait a fermé ses portes. Elle a besoin d'argent. Sa mère en province est malade. Les factures ne cessent d'arriver. Quand elle a vu l'annonce de nounou dans une mention à Neuilly-sur-Seine avec un salaire 3 fois supérieur au marché, elle n'a pas hésité. Le premier soir, Geneviève la reçoit avec un sourire fatigué. Voici Margot. Elle a 3 mois. C'est un bébé tranquille, Dieu merci. Monsieur Théophile, eh bien, il traverse un moment difficile. Il ne va probablement pas beaucoup interagir avec vous. Ne le prenez pas personnellement. Séraphine acquiesce simplement. Elle prend Margot dans ses bras pour la première fois. Le bébé l'observe avec ses yeux immenses et curieux. « Salut, petite !» murmure Séraphine. « Je vais très bien m'occuper de toi. » Plus tard, quand la maison est silencieuse, Séraphine va à la cuisine chercher de l'eau, passe devant le bureau. La porte est entr'ouverte. Elle voit Théophile pour la première fois, assis derrière un bureau en acajou, entouré de cadres photos. Dans tous, une femme magnifique aux cheveux sombres et au sourire radieux. Vivienne. Une bouteille vide de whisky est renversée à côté de l'ordinateur. Théophile a la tête entre les mains, les épaules tremblent légèrement. Séraphine sent sa poitrine se serrer. Elle connaît cette douleur, pas la même douleur, mais une similaire. Elle avait 12 ans quand elle a perdu son père dans un accident de travail. Elle a vu sa mère dépérir pendant des mois avant de trouver la force de continuer. La douleur de la perte n'a pas de mode d'emploi. Chacun traverse comme il peut. Elle continue à marcher sans faire de bruit. Ce n'est pas le moment de se présenter. Dans la chambre de Margot,
elle trouve le bébé éveillé, regardant le plafond seul. Séraphine la prend à nouveau dans ses bras et s'assoit dans le fauteuil d'allaitement à côté du berceau. « Tu n'es pas seule, murmure-t-elle, berçant la petite dans ses bras. « Non, tant que je serai là. » Margot bâille et ferme les yeux. Et pour la première fois en 3 mois, quelqu'un d'autre que Geneviève berce avec amour, musique, l'aube qui a tout changé. Séraphine établit une routine les jours suivants. Elle se réveille à 6 heures du matin avec Margot. Change la couche, prépare le biberon, donne le bain, chante des chansons douces en habillant le bébé, la met dans la poussette et se promène dans l'immense jardin de la mansion, montrant les fleurs, les papillons, le ciel bleu. Margot est un bébé tranquille, mais Séraphine remarque, elle ne sourit pas beaucoup. C'est comme si, même si petite, elle sentait le poids de cette maison. Théophile est un fantôme. Il part tôt au bureau, rentre l'après-midi, passe dans le couloir où se trouve la chambre de Margot et accélère le pas, comme s'il y avait le feu de l'autre côté de la porte. Il ne la regarde pas, ne demande pas si elle va bien, ne s'approche pas. Séraphine essaie de ne pas juger, mais c'est difficile. Un après-midi, pendant que Margot dort, elle trouve Geneviève dans la cuisine buvant du thé à la camomille. La dame a de profondes cernes, semble avoir vieilli de 10 ans en 3 mois. « Puis-je poser une question ?» dit Séraphine avec précaution. Geneviève fait signe que oui. « Pourquoi Monsieur Théophile n'interagit-il pas avec Margot ?» Geneviève ferme les yeux. La douleur sur son visage est visible. Il ne l'a pas prise dans ses bras une seule fois depuis qu'elle est née. Il n'arrive pas à la regarder. Je comprends. Elle est la copie de ma fille. C'est comme si Vivienne était là, mais en même temps n'était pas là. Et ça lui brise le cœur chaque jour. Séraphine sent un nœud dans sa gorge. Et Margot, elle va grandir sans père? Geneviève essuie une larme qui s'échappe. Je ne sais pas, ma chère. Je ne sais vraiment pas. Je fais ce que je peux, mais je suis aussi en deuil. J'ai perdu ma fille unique et maintenant je vois ma petite fille grandir sans l'un de ses parents. C'est trop cruel. Séraphine tient la main de la dame. Elle ne dit rien, reste juste là. Parfois, la présence vaut plus que les mots. Les jours deviennent des semaines. La routine continue. Séraphine s'occupe de Margot avec un dévouement qui la surprend elle-même. C'est comme si le bébé avait rempli un vide qu'elle ne savait même pas qu'il existait. Elle chante, joue, parle à la petite comme si elle comprenait chaque mot et peut-être comprend-elle, car peu à peu Margot commence à sourire, de petits sourires qui illuminent son visage à chaque fois que Séraphine apparaît. Théophile reste invisible jusqu'à cette aube, 2h30 du matin. Séraphine se réveille avec un son différent. Ce n'est pas le pleur normal de Margot. C'est quelque chose de plus aigu, plus désespéré. Elle saute du lit, court jusqu'à la chambre du bébé, allume la lumière. Margot est rouge, le petit visage tordu de douleur, les petites jambes repliées contre le ventre, colique. Séraphine reconnaît immédiatement. « Calme, mon amour, calme !» Elle murmure en prenant le bébé dans ses bras. « Ça va passer, je suis là !» Mais Margot ne se calme pas. Les pleurs ne font qu'augmenter, deviennent plus aigus, plus désespérés. Séraphine fait un massage sur le petit ventre. Rien. Marche dans la chambre en berçant. Rien. Essaie le biberon tiède. Margot refuse, pleurant encore plus fort. 15 minutes, 20, 30. Les pleurs ne s'arrêtent pas. Séraphine commence à paniquer. Et si ce n'est pas seulement une colique, et si c'est quelque chose de plus grave? Elle pense à réveiller Geneviève, mais se souvient que la dame a pris son médicament pour l'hypertension avant de dormir. Le médecin a été clair. Elle doit se reposer. Elle ne peut pas avoir plus de stress. Séraphine regarde le couloir. La lumière du bureau de Théophile est allumée, comme toujours. Il ne dort jamais tôt. Elle hésite. Il regarde à peine sa fille. Va-t-il aider? Mais elle n'a pas le choix. Margot est inconsolable et elle a besoin d'aide. Elle va jusqu'au bureau, toujours avec Margot pleurant dans ses bras, frappe à la porte. « Monsieur Lavelle, entrez !» Il répond, la voix fatiguée, distante. Séraphine ouvre la porte.
Théophile est dans la même position que toujours, assis derrière le bureau, regardant l'écran de l'ordinateur, mais elle remarque, l'écran est vide. Il ne travaille pas. Il est juste là, existant, attendant que le temps passe. « J'ai besoin d'aide », dit-elle, la voix tremblante. Théophile lève les yeux et pour la première fois en semaine, il regarde directement Séraphine, puis regarde Margot, le bébé pleurant désespérément et il se fige. Le visage devient pâle, les yeux s'écarquillent, la respiration s'accélère. Je ne sais pas comment. « S'il vous plaît », Séraphine l'interrompt. Elle fait un pas en avant. Elle a une colique. « J'ai tout essayé. Massage, marche, biberon, rien ne fonctionne. J'ai juste besoin d'aide, s'il vous plaît. » Théophile se lève mais fait un pas en arrière. « Non, je ne peux pas, je ne... » « C'est votre fille, » dit Séraphine. La voix plus ferme maintenant. Il secoue la tête, les mains commencent à trembler. « Je ne sais pas m'en occuper. Je ne sais pas quoi faire. Je ne l'ai jamais tenue. Je ne sais pas. » Séraphine sent quelque chose se briser en elle. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'urgence, c'est du désespoir. Elle fait un pas de plus en avant et avant que Théophile puisse refuser à nouveau, elle place Margot dans ses bras. Théophile se fige, tout le corps devient raide comme la pierre. Margot continue de pleurer, le son résonnant dans le bureau silencieux. Ses mains tremblent, tenant le bébé. Il transpire, la respiration accélérée, superficielle. « Je ne peux pas, » murmure-t-il, la voix se brisant. « Je ne peux pas. » « Reprends-la, s'il te plaît, reprends-la. » Séraphine pose sa main sur les siennes, ferme, chaude, sûre. « Ne la lâche pas, » dit-elle doucement. « Respire juste, regarde-la. » « Je ne peux pas regarder, » dit Théophile. Les larmes commencent à couler. « Si je regarde, je la vois, je vois Vivienne, et ça fait trop mal, trop mal. » Séraphine sent ses propres larmes brûler, mais elle ne détourne pas le regard. Elle tient ses mains avec plus de fermeté et murmure lentement, avec une intensité qui coupe l'air comme une lame. Elle aussi a perdu sa mère et vous êtes en train de lui faire perdre son père. Le temps s'arrête. Théophile se fige, les mots résonnent dans son esprit comme un tonnerre silencieux. Il se sent comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout l'air sort de ses poumons. Elle a perdu sa mère avant même de la connaître, continue Séraphine. La voix ferme, mais douce. Et maintenant, elle est en train de perdre son père aussi. Même s'il est là, même s'il respire, elle est seule, Théophile. Complètement seule. Théophile regarde Margot. Vraiment regarde pour la première fois. Voit les petits yeux rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Voit la petite bouche tremblante. Voit les petites mains minuscules agrippant l'air, cherchant quelque chose, quelqu'un, lui. Et quelque chose en Théophile se brise comme un barrage qui explose. Tous les mois de douleur contenue, de culpabilité, de peur, de colère, tout remonte à la surface d'un coup. Les larmes commencent à couler, épaisses, chaudes. Il n'essaie pas de les retenir. Il regarde juste sa fille et murmure, la voix complètement brisée. « Pardon, pardon, mon amour. Pardon, pardon, pardon. » Il tire Margot plus près, appuie son visage contre son petit corps chaud et pleure. Pleure comme il n'avait pas pleuré depuis la nuit où il a perdu Vivienne. Pleure pour la femme qui est partie, pour la fille qu'il a abandonnée, pour tout le temps perdu, pour toute la douleur qu'il a causée, pour tout. Séraphine ne dit rien, reste juste là, la main toujours sur la sienne, offrant présence, offrant force, offrant pardon silencieux. Et alors quelque chose de miraculeux se produit. Margot arrête de pleurer. Pas progressivement, soudainement, comme si elle sentait le changement, comme si elle savait. Elle regarde Théophile, le visage mouillé de larmes, et bâille, simplement bâille, et ferme les yeux. Théophile laisse échapper un rire pleuré, incrédule. Elle s'est arrêtée. Séraphine sourit, ses propres larmes coulant maintenant. Elle voulait juste son père. Ils restent ainsi au milieu du bureau à 3 heures du matin avec Margot, enfin tranquille, dans les bras de Théophile. Le silence maintenant n'est pas lourd, c'est la paix, c'est le soulagement, c'est un nouveau départ.
Théophile regarde Séraphine. Merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir forcé à... Vous n'aviez pas besoin d'être forcé, elle interrompt doucement. Vous aviez juste besoin d'un coup de pouce. Le courage a toujours été là. Il secoue la tête, tenant toujours Margot comme si elle était le trésor le plus précieux du monde, ce qu'elle est en effet. J'ai gaspillé 3 mois. 3 mois que je ne récupérerai jamais. Mais vous avez maintenant, dit Séraphine, et vous avez demain et tous les jours qui viennent après. Théophile regarde sa fille, endormie, tranquille, confiante. Je promets, murmure-t-il à Margot, je promets que je ne t'abandonnerai plus jamais, jamais. Et à ce moment-là, à 3 heures du matin, dans un bureau silencieux, quelque chose se répare. Pas complètement. Les blessures comme ça ne guérissent pas du jour au lendemain, mais suffisamment. Suffisamment pour un nouveau départ. Après cette nuit, la mention commence à changer. Pas du jour au lendemain, pas drastiquement, mais peu à peu. Comme de la glace fondant sous le soleil du matin. Théophile ne part plus si tôt. Il passe dans la chambre de Margot avant d'aller travailler. Au début, il reste juste à la porte, observant Séraphine s'occuper d'elle. Ensuite, il entre, s'approche du berceau, regarde sa fille. Séraphine remarque le changement et ne presse pas, facilite simplement. « Bonjour, monsieur Lavelle », dit-elle naturellement. « Voulez-vous dire bonjour à Margot ?» Théophile hésite, mais acquiesce. Il s'approche du berceau. « Salut, Margot », dit-il doucement. Le bébé l'observe avec ses yeux immenses, et alors elle sourit. Un sourire édenté qui illumine tout son petit visage. Théophile sent sa poitrine se serrer, mais cette fois, ce n'est pas seulement de la douleur. C'est quelque chose de plus, quelque chose de chaud. Les jours passent. Théophile commence à toucher la petite main de Margot, la laisse tenir son doigt. La prise ferme de cette minuscule créature est surprenante. Séraphine lui apprend à changer les couches. Théophile fait la grimace la première fois et Séraphine rit. Ce n'est que du caca, monsieur Lavelle. Rien que l'eau et le savon ne résolvent. Il apprend à préparer le biberon, à remarquer quand Margot a faim ou sommeil, à comprendre les différents types de pleurs. Séraphine est patiente, elle explique tout calmement et peu à peu, Théophile se permet d'être père. Un après-midi, Séraphine entend de la musique venant de la chambre de Margot. Elle s'approche doucement et voit par la porte entr'ouverte. Théophile a le bébé dans ses bras, marchant dans la chambre et chantant doucement. Sa voix est douce, fausse mais pleine d'émotion. C'est une chanson ancienne. Séraphine reconnaît « La vie en rose » d'Édith Piaf. Geneviève apparaît à côté d'elle, voit la scène et les larmes commencent à couler. C'était la chanson préférée de Vivienne, murmure-t-elle. Il la chantait pour elle tous les soirs. Séraphine sent sa poitrine se serrer. Elle met son bras autour de Geneviève. Elle reste là, observant Théophile redécouvrir la paternité. Plus tard, Théophile trouve les deux sur la terrasse. Il a Margot dans ses bras, s'assoit à côté de Geneviève. « Je lui parlais de sa mère », dit-il. Geneviève le regarde, les yeux brillants. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Théophile sourit doucement, regardant sa fille. Qu'elle était incroyable, qu'elle illuminait n'importe quel endroit où elle entrait, qu'elle avait le plus beau sourire du monde, et que Margot est exactement comme elle. Il embrasse le front du bébé, et que j'ai de la chance d'avoir un petit morceau d'elle avec moi. Geneviève ne peut pas se retenir. Elle embrasse son gendre et pleure. Théophile pleure aussi. Séraphine s'éloigne discrètement, donnant de l'espace à ce moment. Mais avant de partir, elle regarde en arrière et voit Théophile la regarder, un regard de profonde gratitude. Cette nuit-là, Théophile cherche Séraphine dans la cuisine. Elle prépare du thé à la camomille. Il s'appuie contre le cadre de la porte. « Merci », dit-il. Séraphine se retourne. Pourquoi » ? « Pour ne pas avoir abandonné, pour ne pas m'avoir laissé continuer à être un lâche. » Séraphine sourit doucement, secoue la tête. « Je n'ai rien fait. Vous aviez juste besoin d'un coup de pouce. Le courage a toujours été là. » Les regards s'attardent. Quelque chose plane dans l'air.
Une connexion qui va au-delà de patron et employé. Quelque chose de non dit, quelque chose de dangereux. Théophile le sent. Séraphine aussi, mais elle détourne les yeux. « Bonne nuit, monsieur Lavelle. » Elle sort de la cuisine. Théophile reste là seul, tenant la tasse de café qu'il n'a même pas remarqué qu'il avait prise. Il sent quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis des mois. Quelque chose au-delà de la douleur, quelque chose de chaud dans la poitrine, une pointe d'espoir et de quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne devrait pas ressentir. Pas encore, peut-être jamais. Mais c'est là, grandissant, inévitable, quelque chose qu'il ne devrait pas ressentir, pas encore, peut-être jamais, mais c'est là, grandissant, inévitable. Les semaines passent, et la mention à Neuilly-sur-Seine retrouve peu à peu la vie. Théophile ouvre les rideaux qui étaient fermés depuis des mois. La lumière du soleil envahit les pièces, chassant les ombres. Il allume la musique. Une mélodie douce remplit les espaces qui n'étaient que silence. Il rit pour la première fois depuis si longtemps. Il rit quand Margot fait une grimace en goûtant de la purée de carottes pour la première fois. « Tu n'as pas aimé, hein ?» dit-il en essuyant la petite bouche. « C'est bon. Ton papa n'aime pas les carottes non plus. » Séraphine observe de loin, appuyée contre le cadre de la porte de la cuisine. Il y a un mélange de joie et de mélancolie dans ses yeux. Joie, parce qu'elle voit Théophile renaître. Mélancolie, parce qu'elle sait qu'elle s'attache trop à la maison, à Margot, à lui. Geneviève remarque, bien sûr qu'elle remarque. Les mères remarquent tout. Elle trouve Séraphine seule, dans la buanderie, pliant des vêtements de bébé. « Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas ?» Séraphine se fige. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Geneviève sourit doucement, s'assoit à côté d'elle. « Ma fille, j'ai perdu beaucoup de choses dans la vie, mais je n'ai pas perdu la capacité de voir. Je vois comment tu le regardes et comment il te regarde. » Séraphine sent les larmes brûler ses yeux. « Il aimait votre fille, Geneviève, il l'aime toujours, et je n'ai pas le droit de... » Geneviève l'interrompt, tenant sa main. « Il aimait beaucoup ma fille, c'est vrai. Mais Vivienne ne voudrait pas le voir comme ça, enfermé dans la vie. Elle voudrait qu'il vive, qu'il soit à nouveau heureux, qu'il aime à nouveau. » Séraphine secoue la tête. « Les gens vont juger. Ils vont dire qu'il a surmonté trop vite, que je me suis profité. » « Et alors ?» dit Geneviève fermement. « Qui compte est ici à l'intérieur de cette maison. Théophile est à nouveau vivant. Margot a un père. Et toi? Tu as ramené la lumière dans cet endroit. » Séraphine ne répond pas, embrasse simplement la dame et pleure. Pleure parce qu'elle sait qu'elle tombe amoureuse, pleure parce qu'elle a peur, pleure parce qu'elle ne sait pas si elle a le droit de ressentir cela. Pendant ce temps, Théophile change aussi. Il remarque des détails qui passaient auparavant inaperçus. La façon dont Séraphine chante pour Margot. Comment elle est patiente même quand le bébé est difficile. Comment elle illumine n'importe quelle pièce où elle entre. Comment son sourire est authentique. Comment elle traite tout le monde avec gentillesse, depuis Geneviève jusqu'au jardinier. Il se surprend à penser à elle pendant la journée. Au bureau, au milieu de réunions importantes, son esprit s'envole. Il l'imagine à la maison avec Margot, imagine son rire, ses yeux doux. Puis il se réprimande. Il ne devrait pas penser à ça, pas si tôt. Vivienne est morte il y a seulement 4 mois. Que vont penser les gens? Que pense-t-il lui-même de lui? Mais le cœur ne comprend pas les délais. Ne comprend pas de devrait ou ne devrait pas. Le cœur ressent simplement. Un soir, après que Margot s'endorme, Théophile trouve Séraphine dans le salon. Elle est assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. Il s'assoit à côté d'elle, un peu distant, mais présent. « À quoi tu penses ?» demande-t-il. Séraphine sourit doucement. « À quel point la vie change vite. Il y a 3 mois, j'étais au chômage, sans savoir comment j'allais aider ma mère. Maintenant, je suis ici à m'occuper d'un beau bébé dans une maison qui est devenue mon foyer. »« Mais tu fais partie de cette maison, dit Théophile, plus que tu ne l'imagines.
Séraphine le regarde, les yeux brillent dans la lumière douce du salon. « J'ai peur, confesse-t-elle, de m'attacher trop, d'oublier ma place. »« Ta place ?» Théophile fronce les sourcils. « Ta place est ici avec nous. » Le silence tombe lourd, plein de choses non dites. Ils se regardent, et pour un moment le monde disparaît. Il n'y a que d'eux. La respiration de Théophile s'accélère. Il se penche légèrement. Séraphine ne recule pas. Les lèvres sont à quelques centimètres l'une de l'autre, et alors Margot pleure. Le babyphone sur la table basse s'allume. Les pleurs résonnent dans le salon. Théophile recule. Séraphine détourne les yeux. « J'y vais !» dit-elle rapidement, se lève et sort du salon avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Théophile reste là seul, le cœur battant de manière désordonnée. À quoi pensait-il? Mais il sait. Il pensait à elle et ça l'effraie et l'émeut en même temps. Un jour, Margot tombe malade, forte fièvre. Théophile panique. Il tient le bébé mais tremble. Les flashbacks envahissent son esprit. La nuit à l'hôpital, Vivienne saignant, les médecins courant, la ligne plate sur le moniteur, le silence, le vide. Non, pas encore, s'il vous plaît, pas encore. Séraphine voit son état. Elle va vers lui fermement. Tient le visage de Théophile avec les deux mains. Théophile, regarde-moi. Regarde-moi. Il obéit, les yeux vitreux de peur. Respire, dit-elle lentement. Inspire, expire. Il essaie. La respiration sort saccadée. Elle va bien aller, dit Séraphine avec conviction. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas. Allons à l'hôpital ensemble. Il acquiesce, se concentre sur son visage, respire. Peu à peu, la panique diminue. Ils mettent Margot dans le siège auto. Théophile conduit. Séraphine va sur le siège arrière, à côté du bébé, tenant sa petite main, chantant doucement. À l'hôpital, la salle d'attente est presque vide. Il est tard dans la nuit. Théophile est assis, les jambes tremblant. Séraphine s'assoit à côté de lui sans réfléchir. Il tient sa main avec force, comme si c'était une ancre. Séraphine regarde les mains entrelacées, puis le regarde. Théophile remarque. Regarde les mains, mais ne lâche pas. « Pardon », murmure-t-il. « Pas besoin », murmure-t-elle. Serre sa main en retour. Ils restent ainsi en silence jusqu'à ce que le médecin sorte. « C'est juste une virose », explique le pédiatre. « Fièvre commune chez les bébés. Nous avons donné un antipyrétique. Elle va déjà mieux. Vous pouvez la ramener à la maison. » Théophile expire l'air qu'il n'avait même pas remarqué qu'il retenait. Séraphine sourit soulagée. « Merci, docteur. » Dans la voiture, en rentrant à la maison, Margot dort tranquille dans le siège auto. Le médicament fait déjà effet. Théophile conduit lentement. La ville est calme. Il est tard dans la nuit. Les rues désertes reflètent les lumières des lampadaires. « Je suis entré en panique, » dit Théophile doucement. « Je suis retourné à cette nuit quand j'ai perdu Vivienne. C'était comme si ça recommençait. » Séraphine continue à regarder par la fenêtre, mais les larmes coulent silencieuses. « Je sais, je l'ai vu dans tes yeux. »« Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, confesse-t-il. » La voix est étranglée. « Tu m'as ramené. Tu m'as rendu ma fille. Tu m'as fait vouloir vivre à nouveau. » Séraphine ferme les yeux. Le cœur s'accélère. « Tu es plus fort que tu ne l'imagines, » dit-elle doucement. « Tu n'as pas besoin de moi. »« Si, j'ai besoin, » répond-il. Et c'est la première fois qu'il l'admet à voix haute. « J'ai besoin. » Séraphine ne répond pas. Ne peut pas, parce que si elle répond, elle va avouer qu'elle a aussi besoin. Et elle ne sait pas si elle peut faire ça. Ne sait pas si elle doit. Quand ils arrivent à la maison, Séraphine prend Margot du siège auto. Le bébé ne se réveille même pas, épuisé. Théophile les accompagne jusqu'à la chambre. Séraphine place Margot dans le berceau avec soin. La couvre avec la couverture, embrasse son front encore tiède. Théophile reste à la porte observant. Séraphine se retourne. Ils se regardent et à nouveau le monde disparaît. Il n'y a qu'eux, la chambre en pénombre, le son doux de la respiration de Margot. Théophile fait un pas en avant. Séraphine retient sa respiration. Il lève la main.
touche son visage, doucement, comme si elle était en porcelaine. « Séraphine, murmure-t-il. « Non, interrompt-elle, la voix faible. S'il te plaît, non. Pas maintenant, pas comme ça. »« Pourquoi ?» demande-t-il. Mais il sait. Il ressent la même chose. Parce que c'est trop tôt. Parce que les gens vont parler. Parce que tu l'aimes toujours. Parce que je ne sais pas si c'est réel ou si c'est juste de la gratitude, du besoin, de la solitude. Théophile baisse la main, fait un pas en arrière. « Tu as raison. Pardon, je n'aurais pas dû. »« Ne t'excuse pas, dit-elle. Donne-moi juste du temps. Donne-toi du temps aussi. » Il acquiesce, sort de la chambre. Séraphine s'appuie contre le mur et glisse jusqu'au sol, embrasse ses genoux et pleure en silence, parce qu'elle sait, elle est perdue, complètement perdue, et il n'y a pas de retour. 2 semaines plus tard, Théophile décide de reprendre les engagements sociaux. Dîner d'affaires, événements de bienfaisance, choses qu'il faisait avec Vivienne, choses qu'il a évitées pendant des mois, parce qu'il ne pouvait pas affronter. La première fois sera un gala de bienfaisance au club, une noble cause, collecte de fonds pour un hôpital pour enfants. Théophile a toujours été l'un des plus grands donateurs. Son absence a été remarquée, commentée, jugée. Il invite Séraphine. « Viens avec moi, dit-il un après-midi. Emmène Margot. Je veux que vous soyez là. » Séraphine hésite. « Monsieur Lavelle, je ne suis que la nounou. Vous n'avez pas besoin de m'emmener. Je peux rester avec Margot ici. » Théophile secoue la tête fermement. « Ce n'est pas seulement pour Margot. Je veux que tu viennes. Tu fais partie de notre vie et je ne veux pas cacher ça. » Séraphine sent son estomac se retourner, mais elle voit la détermination dans ses yeux et accepte. Le soir de l'événement, elle met la seule robe de soirée qu'elle a, noire, simple, achetée il y a des années pour la remise de diplôme d'une amie. Elle se regarde dans le miroir, ne se reconnaît pas, n'appartient pas à ce monde. Quand elle descend l'escalier, Théophile attend dans le salon en costume bleu marine, cravate impeccable. Il la regarde et reste sans voix pendant quelques secondes. « Tu es magnifique, dit-il. » La voix douce. Séraphine rougit. « Merci. Toi aussi tu vas bien. » Geneviève apparaît avec Margot. Le bébé porte une petite robe blanche en dentelle, nœud rose dans les cheveux. « Ma plus belle petite fille du monde, » dit Geneviève. « Prenez soin d'elle et prenez soin de vous aussi. » Ils vont en voiture. Pendant le trajet, Séraphine est tendue, les mains moites, le cœur accéléré. Théophile remarque. « Tu es nerveuse ?» demande-t-il. « Un peu. Je ne suis jamais allé à un événement comme ça. Je ne sais pas comment me comporter. »« Sois toi-même, » dit-il. « C'est tout ce que tu dois faire. » Quand ils arrivent au club, Séraphine comprend pourquoi elle était nerveuse. L'endroit est imposant. Énorme lustre, marbre partout, femmes avec des robes très chères et des bijoux qui coûtent probablement plus que la maison de sa mère. Hommes en costume parlant d'affaires et d'investissement. Théophile descend de la voiture, prend Margot du siège auto, offre son bras à Séraphine. Elle hésite, mais accepte. Ils entrent ensemble et les gens remarquent. Bien sûr qu'ils remarquent. Théophile Lavelle, le veuf, arrivant avec un bébé dans les bras et une jeune femme à ses côtés. Les murmures commencent immédiatement. « Qui est-elle » Une femme aux cheveux blonds platine demande à son ami. « La nounou » répond l'autre. « J'ai appris de ma domestique qu'elle travaille chez lui. » La nounou comme c'est rapide, non ? À peine enterré sa femme et déjà avec une autre. Les hommes sont tous les mêmes. Regarde son âge, elle doit avoir environ 20 et quelques années. Évidemment qu'elle a profité de la situation. Pauvre Vivienne, elle doit se retourner dans sa tombe. Séraphine n'entend pas les détails, mais sent chaque regard, chaque murmure, chaque jugement. Elle se sent petite, déplacée, une imposteur. Théophile remarque la tension dans son bras. Il se penche et murmure « Ignore, ils n'ont pas d'importance. » Mais ils ont de l'importance. Pour elle, ils ont de l'importance, parce qu'elle sait qu'ils ont raison. Elle n'est que la nounou, et elle ne devrait pas être là, pas de cette façon.
Il s'approche d'un groupe, collègue d'affaires de Théophile, homme plus âgé avec des épouses impeccablement habillées. « Théophile, que c'est bon de te voir, » dit l'un d'eux. « Tu m'as manqué, mon ami. Comment vas-tu ?»« Mieux, » répond Théophile. « Beaucoup mieux. Je vous présente Séraphine. Elle s'occupe de Margot, et voici ma fille. » Les hommes sourient, les épouses regardent Séraphine de haut en bas, avec froideur, avec mépris, mal dissimulé. « Enchanté, » dit l'une d'elles, le ton glacial. « Vous êtes très jeune. Quel âge avez-vous ?»« 29 ans, » répond doucement Séraphine. « Ah, si jeune, » dit la femme et regarde directement Théophile. « Quelle chance la vôtre, n'est-ce pas, avoir quelqu'un de si jeune s'occupant de votre maison ?» Le ton est venimeux. Théophile va répondre, mais un autre collègue l'appelle. « Affaires. Toujours les affaires. » Il hésite. « Tu peux y aller ?» dit Séraphine. « Je reste avec Margot. » Il y va à contre-cœur. Séraphine reste là seule avec le groupe de femmes. Elle ne se cache plus. « Alors vous êtes la nounou, » dit l'une d'elles. « Ça doit être intéressant de vivre dans la maison d'un veuf riche. » « C'est un travail, » répond dignement Séraphine. « Je m'occupe de sa fille. »« Seulement ça ?» demande une autre. « Parce que les gens commentent. Vous savez comment c'est. Société petite, tout le monde se connaît, et tout le monde remarque quand quelque chose change. » Séraphine sent ses joues brûler. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas ?» La première femme rit. « Ma chère, vous arrivez ici à son bras avec sa fille, portant une robe qui, convenons-en, n'est pas exactement appropriée pour l'événement. Tout le monde parle. Tout le monde dit que vous avez profité d'un homme vulnérable. »« Je n'ai profité de personne, » dit Séraphine, la voix tremblante. « Je fais juste mon travail. »« Bien sûr, » dit la femme. Sourit avec dédain et tourne le dos. Les autres la suivent, laissant Séraphine seule, humiliée. Elle tient Margot plus fort. Le bébé est la seule chose qui la maintient entière à ce moment-là. Elle va aux toilettes, ferme la porte et laisse les larmes couler, silencieuses, amères. Dehors, une femme entre, va au lavabo. Séraphine est dans une cabine tenant Margot, essayant de se ressaisir. Et elle entend. « Tu as vu ? La nounou est ici. »« J'ai vu. Quel scandale !» Théophile a à peine enterré Vivienne et défile déjà avec la remplaçante. « Tu penses qu'il a déjà ?»« Certainement. Les hommes ne supportent pas d'être seuls, et elle est maligne. Elle l'a pris au moment de faiblesse. Pauvre Vivienne, c'était mon amie. Elle doit être si triste de voir ça. » Les femmes sortent. Séraphine reste là détruite. Chaque mot était un coup de poignard. Elle regarde Margot. Le bébé l'observe avec ses yeux innocents. « Pardon, » murmure-t-elle. « Pardon de causer ça. » Quand elle sort finalement des toilettes, elle cherche Théophile. Il parle avec plus de gens. Elle s'approche, touche légèrement son bras. « Pouvons-nous partir ?» demande-t-elle, la voix faible. Il la regarde, voit les yeux rouges, le visage pâle. « Bien sûr, allons-y. » Dans la voiture, le silence est lourd. Margot dort sur le siège arrière. Théophile regarde Séraphine plusieurs fois. Elle regarde par la fenêtre, tendue. « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» demande-t-il finalement. « Rien, » ment-elle. « Séraphine. »« Théophile, s'il te plaît, je veux juste rentrer à la maison. » Il n'insiste pas. Mais il sait. Il a vu les regards, entendu les murmures, et il se déteste de l'avoir exposé à ça. Quand ils arrivent à la mansion, Séraphine sort rapidement de la voiture, prend Margot. Théophile la suit jusqu'à la chambre du bébé. Elle place Margot dans le berceau avec soin, se retourne pour partir, mais Théophile est à la porte, bloquant. « Raconte-moi, » dit-il. « Qu'est-ce qu'elles ont dit ?» Séraphine secoue la tête. « Ça n'a pas d'importance. » « Si, ça a de l'importance. »« Elles ont dit la vérité, » explose Séraphine, les larmes coulant finalement librement. « Elles ont dit que j'ai profité de toi, que tu as à peine enterré ta femme, et tu es déjà avec une autre, que je ne suis qu'une opportuniste qui t'a pris au moment de faiblesse. Et elles ont raison, Théophile, elles ont raison.
Non, dit-il fermement. Elles n'ont pas raison. Si, insiste Séraphine, la voix se brisant. Tu l'aimes toujours, tu l'aimeras toujours. Et moi, je suis là au milieu, gênant sa mémoire, gênant ta vie, gênant tout. Oh, tu ne gênes rien du tout, dit Théophile. Il s'approche. Tu as sauvé ma vie, sauvé la vie de ma fille. Mais les gens ne voient pas comme ça, dit Séraphine. Et je ne supporte pas, Théophile. Je ne supporte pas d'être jugé, d'être vu comme quoi. Comme l'autre, comme la remplaçante, comme quelqu'un qui ne devrait pas être ici. Théophile tient ses épaules, ferme, mais gentil. Regarde dans ses yeux. Tu as raison. J'aime Vivienne, je l'aimerai toujours. Mais ça ne veut pas dire que je dois vivre mort, que je dois m'enterrer avec elle. Elle ne voudrait pas ça. Je sais, murmure Séraphine, mais c'est trop tôt pour tout le monde. Pour moi, pour toi, pour sa mémoire. Elle s'éloigne. Je pense qu'il vaut mieux que je parte, dit-elle, avant que ça devienne plus compliqué, avant que je gâche encore plus. Non, dit Théophile presque un cri. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais Séraphine a déjà décidé. Elle sort de la chambre, va dans sa chambre et ferme la porte à clé. Théophile reste dehors. Séraphine, il appelle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne m'abandonne pas. N'abandonne pas Margot. Mais elle ne répond pas. Elle s'assoit juste sur le lit et pleure et décide. Cette nuit, elle partira avant de tout gâcher, avant de blesser plus de gens, avant de tomber complètement amoureuse et de ne plus pouvoir partir. Théophile se réveille avec les pleurs de Margot. Il regarde l'horloge sur la table de nuit. 6h30 du matin, la lumière du soleil entre par la fenêtre. Étrange. Séraphine se réveille toujours avant le bébé. Toujours. Elle a le sommeil léger. Les pleurs de Margot la réveillent immédiatement. Il se lève, va jusqu'à la chambre de Margot. La porte est fermée. Séraphine la laisse toujours entr'ouverte. Toujours. Une pression dans la poitrine. Il ouvre la porte. Margot est dans le berceau, seule, pleurant. Il regarde autour. Où est Séraphine? Il prend Margot dans ses bras. Le bébé se calme un peu mais continue à pleurer doucement, cherchant. Séra, Séra, elle balbutie. Séra est le mot qu'elle dit le plus maintenant. Appelant Séraphine. Théophile sort de la chambre, va jusqu'à la chambre de service où Séraphine dort ou dormait. La porte est ouverte. Il entre. Le lit est fait, parfaitement fait. Ses affaires ne sont plus là. L'armoire est vide. La brosse à dents n'est pas dans la salle de bain. Les pantoufles qui étaient à côté du lit ont disparu. Le cœur de Théophile s'accélère. Non, non, non. Il court vers la cuisine, toujours avec Margot dans les bras, et voit une lettre sur la table, blanche, pliée, avec son nom écrit à la main devant. Il la prend avec la main tremblante, ouvre, lit. Théophile, je suis venu ici pour aider Margot à avoir un père. Maintenant, elle en a un. Mon travail est terminé. Rester serait égoïste pour ta réputation, pour la mémoire de Vivienne et pour la paix de Margot. Merci de m'avoir laissé faire partie de cette histoire. Prends bien soin d'elle et de toi, Séraphine. Théophile sent le sol disparaître. Il lit encore et encore, comme si les mots allaient changer, mais ils ne changent pas. Elle est partie. Elle est vraiment partie. Il court jusqu'à la chambre de Geneviève, frappe à la porte de manière répétée. Geneviève, Geneviève. La porte s'ouvre. Geneviève a les yeux rouges. Elle a aussi une lettre dans la main identique à la sienne. Elle savait déjà. Où est-elle? Demande Théophile, la voix désespérée. Margot pleurant dans ses bras. Séra, Séra. Geneviève soupire. Les larmes coulent. Elle est allée chez sa mère en province. Où? Quelle ville? Geneviève hésite. Laisse-la partir, Théophile. C'est mieux comme ça pour tout le monde. Ce n'est pas mieux, dit-il presque en criant. Puis baisse le ton, se rendant compte qu'il effraie Margot. Ce n'est pas mieux pour aucun de nous. Il regarde Margot. Le bébé pleure, cherchant.
Séra, Séra. Elle sent son absence. Elle a besoin d'elle. Geneviève regarde son gendre, voit la douleur dans ses yeux, mais ce n'est pas seulement de la douleur, c'est du désespoir, c'est la peur de perdre quelqu'un à nouveau. C'est de l'amour. Amour qu'il admet enfin. « Tu l'aimes ?» dit Geneviève. « Ce n'est pas une question, c'est une constatation. » Théophile s'arrête, regarde sa belle-mère et pour la première fois admet à voix haute « Je l'aime Geneviève, et je ne peux pas la perdre. Pas encore. Je ne peux pas perdre encore quelqu'un que j'aime. » Geneviève sourit à travers les larmes. « Va la chercher alors, ramène ma fille. » Théophile acquiesce. Il court vers la chambre, change de vêtements, jeans, chemise simple. Prend Margot, la met dans la poussette avec jouets et biberon. Geneviève apparaît avec un sac. Couches, petits vêtements, médicaments, tout ce dont tu auras besoin. « Tu en auras besoin ?» dit-elle. Il prend le sac, embrasse sa belle-mère. « Merci pour tout, pour comprendre, pour me donner cette chance. » « Vivienne l'aurait adoré, » dit Geneviève, la voix étranglée. « Ma fille aurait aimé te voir heureux à nouveau. Aurait aimé Séraphine pour avoir pris soin de toi et de Margot. » Et Théophile sent les larmes couler. « Je sais, je sens ça comme si elle avait envoyé Séraphine pour nous. » Geneviève acquiesce. « Maintenant va la chercher, ramène ma belle-fille. » Théophile sourit, met Margot dans le siège auto. Le bébé est plus calme maintenant, comme si elle savait, comme si elle comprenait qu'ils vont chercher Séra. Il conduit, 4 heures de route, vers la Provence. Geneviève a donné l'adresse, une petite ville, de celle où tout le monde se connaît. Margot dort la plupart du trajet. Quand elle est éveillée, il parle avec elle. « On va chercher Séra. D'accord, mon amour? Tu sens son absence? Papa aussi. Papa sent beaucoup son absence. Et papa va lui dire ce qu'il aurait dû dire il y a longtemps, qu'il l'aime, qu'il a besoin d'elle, qu'il ne peut plus vivre sans elle. » La route semble ne pas avoir de fin, mais finalement il arrive. Le panneau de la ville, petit, simple. Il suit les coordonnées dans le GPS, rue pavée, maison humble, jardin avec des fleurs, enfants jouant dans la rue, si différent de Neuilly-sur-Seine, si différent de son monde, mais c'est son monde à elle. Et soudain il comprend à quel point elle a dû se sentir déplacée dans cette énorme mansion, à cet événement plein de gens riches et froids. Elle n'appartenait pas à ce monde, elle appartient à celui-ci, simple, vrai, plein de vie. Il s'arrête devant une maison, portail bleu délavé, petit jardin avec des roses rouges. Il éteint la voiture, respire profondément, prend Margot dans ses bras et va jusqu'au portail. Sonne. Le cœur battant de manière désordonnée. Des pas à l'intérieur. La porte s'ouvre. Une dame aux cheveux grisonnants, visage fatigué mais gentil. Des yeux identiques à ceux de Séraphine, sa mère. « Puis-je vous aider ?» demande-t-elle, regardant Théophile, puis le bébé. « Bonjour, madame. Je m'appelle Théophile. J'ai besoin de parler avec Séraphine. » La dame hésite. Les yeux deviennent humides. Elle est ici, mais elle va très mal. Elle est arrivée à l'aube en pleurant, n'a pas voulu me dire ce qui s'est passé, a juste dit qu'elle ne pouvait plus rester. « S'il vous plaît, » dit Théophile, la voix tremblante. « J'ai besoin de lui parler. C'est très important. J'ai besoin de lui dire que... » La dame l'évalue, le regarde le bébé, et quelque chose dans son regard s'adoucit. Elle voit la sincérité, voit le désespoir, voit l'amour. « Attendez ici, » dit-elle. Elle ferme la porte. Théophile reste là au portail, Margot dans ses bras. Le soleil chaud dans le dos, le cœur dans la gorge. Il entend des voix à l'intérieur. Une d'elles est de Séraphine. Il la reconnaîtrait n'importe où. Elle dit non, qu'elle ne veut pas voir, qu'elle ne peut pas. Mais la mère insiste, dit qu'il est avec le bébé, qu'il est venu jusqu'ici, qu'il mérite au moins d'être entendu. Des pas. La porte s'ouvre à nouveau et elle est là, Séraphine, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, les cheveux attachés en queue de cheval désordonnés, un vieux t-shirt et pantalon de jogging, sans maquillage, sans rien des artifices de la société.
Juste elle, brute, vulnérable, belle. Elle voit Théophile, voit Margot et se fige. Les yeux se remplissent de larmes immédiatement. Margot tend les petits bras. « Séra, Séra, qu'est-ce que tu fais ici ?» murmure Séraphine, la voix brisée. Théophile fait un pas en avant. « Je suis venu te chercher. » Séraphine secoue la tête. Les larmes coulent librement maintenant. Théophile, « Je ne peux pas. Les gens vont parler, vont dire que j'ai profité, que tu la remplaces. Je ne peux pas faire ça à la mémoire de Vivienne. »« Je ne peux pas te faire ça. Laisse-les parler, » dit Théophile. « Faites un autre pas. Laisse le monde entier parler, je m'en fiche. J'ai passé ma vie à me soucier de ce que les gens pensaient. Et tu sais où ça m'a mené? Dans un trou si profond que je pensais ne jamais en sortir. » Il respire profondément. Pendant 3 mois, j'ai vécu comme un mort. J'avais tout, argent, succès, une belle fille. Mais j'étais mort à l'intérieur. Tu m'as appris à être vivant à nouveau. Tu m'as appris à être père. Tu m'as appris qu'honorer ceux qu'on aime, ce n'est pas s'enterrer avec eux. C'est continuer. C'est vivre. C'est aimer à nouveau. Mais les gens, commence Séraphine. Qu'ils aillent au diable, les gens, interrompt-il, la voix ferme, passionnée. Vivienne ne voudrait pas ça pour moi. Elle ne voudrait pas me voir dépérir, me cacher, avoir peur de vivre. Elle voudrait que je sois heureux. Que Margot grandisse avec de l'amour, que j'ai le courage de recommencer. Il fait un pas de plus, et très proche maintenant. Je vais aimer ma femme pour toujours. Toujours. Elle sera toujours ici. Il tape sur sa poitrine. Mais je suis aussi tombé amoureux de toi, et je n'ai pas honte de ça, je n'ai pas peur de ça, plus maintenant. Séraphine sanglote. Théophile. Et si tu ressens ne serait-ce qu'un peu de ce que je ressens, continue-t-il. Si tu sens que ça ici, il pointe entre eux, est réel, vrai. S'il te plaît, reviens à la maison, reviens vers nous. Margot, qui était restée calme tout le temps, tend les petits bras vers Séraphine et balbutie. « Séra, maman. » Le temps s'arrête. Théophile écarquille les yeux. Séraphine porte la main à sa bouche. La mère de Séraphine, qui observait depuis la porte, laisse échapper un soupir ému. « Maman !» répète Margot, regardant directement Séraphine. La première fois qu'elle dit le mot complet, et c'est pour elle. Séraphine s'effondre. Elle va vers Théophile, prend Margot dans ses bras, embrasse fort le bébé, pleure. Margot agrippe ses cheveux. « Maman, maman !» Théophile embrasse les deux, serre fort, comme s'il avait peur que ce soit un rêve, comme s'il avait peur de se réveiller et de découvrir que rien de tout ça n'est réel. « Nous sommes une famille », murmure-t-il à l'oreille de Séraphine. « Tu fais partie de notre famille. Tu es ma famille. » Séraphine s'écarte légèrement, regarde dans ses yeux, les yeux rouges, vulnérables, mais pleins de certitude. « J'ai peur, » confesse-t-elle. « Peur de ne pas être suffisante, peur de te décevoir, peur de ne pas réussir à honorer sa mémoire. Tu honores déjà, » dit Théophile tenant son visage, « parce que tu m'as aidé à revivre. » Et c'est ce qu'elle aurait voulu. Elle était généreuse, elle était bonne. Elle t'aurait aimé pour avoir pris soin de moi et de Margot. Séraphine ferme les yeux, laisse les mots pénétrer et finalement se permet de croire, se permet de ressentir, se permet d'aimer. « Oui, » murmure-t-elle, « nous sommes une famille. » Théophile sourit, un sourire mouillé de larmes. Il appuie son front contre le sien. « Merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir fait croire que je mérite de revivre, de m'aimer malgré tout. » Séraphine tient son visage. « Merci de m'avoir laissé vous aimer, de m'avoir donné une famille, de m'avoir donné un foyer. » Ils s'embrassent là, à la porte de cette maison humble, avec Margot entre eux. La mère de Séraphine pleurant d'émotion à la porte, voisins curieux espionnant par les fenêtres, enfants arrêtant de jouer pour regarder, mais rien de tout ça n'a d'importance, parce que là, à ce moment, 3 personnes brisées ont trouvé un moyen de se réparer ensemble. 3 âmes perdues ont trouvé un chemin de retour vers la maison, vers l'amour, vers la vie.
La mère de Séraphine s'approche, essuie les larmes, regarde Théophile. « Prends bien soin de ma fille, dit-elle, la voix ferme, mais gentille. Je le ferai, promet Théophile, avec ma vie. » La dame sourit. « Regarde, Séraphine, tu mérites d'être heureuse, ma fille. Ton père aurait été si fier de voir la femme que tu es devenue. » Séraphine embrasse sa mère. « Merci, maman, pour tout. Pour m'avoir élevée seule, pour m'avoir appris à être forte, pour m'avoir donné l'exemple qu'il est possible de recommencer. » La dame embrasse le front de sa fille. « Maintenant va vivre ta vie, construire ta famille et sois heureuse. » Très heureuse. Séraphine acquiesce, prend les quelques affaires qu'elle a apportées. Théophile les met dans la voiture. Margot est radieuse, souriante, disant « maman » de manière répétée, comme si elle avait gardé le mot tout ce temps, attendant le bon moment. Ils disent au revoir, entrent dans la voiture, commence le voyage de retour. Pendant le trajet, ils parlent de tout, de l'avenir, des peurs, des espoirs. « Nous allons nous marier », dit soudainement Théophile. Séraphine le regarde. « Oh quoi ? Nous allons nous marier ? Pas maintenant, pas demain, mais bientôt, quand tu voudras, quand tu te sentiras prête, parce que je veux que le monde sache, je veux que tous sachent que tu es à moi, que Margot est à nous, que nous sommes une vraie famille. » Séraphine sourit, les larmes coulant à nouveau, mais cette fois ce sont des larmes de joie. « Et les gens qui vont parler ? Qu'ils parlent, dit-il. On va prouver que l'amour est plus fort que n'importe quel jugement, que recommencer, ce n'est pas oublier, c'est honorer, c'est continuer. » Elle acquiesce, tend la main, il la tient, et ils continuent vers la maison, vers la vie, vers l'avenir qu'ils ont choisi de construire ensemble. 6 mois plus tard, la mansion à Neuilly-sur-Seine est méconnaissable, pleine de vie. Rire, musique, jouets éparpillés, nouvelles photos sur les murs, mais les anciennes photos continuent aussi là. Vivienne souriante, Vivienne enceinte, Vivienne et Théophile en voyage, parce qu'elle fait partie, fera toujours partie. Théophile et Séraphine se sont mariés. C'était une cérémonie petite, intime, dans le jardin de la mansion. Seulement famille et vrais amis. Geneviève était la marraine. Elle a marché avec Séraphine jusqu'à l'hôtel improvisé et quand elle a remis la main de la jeune femme à Théophile, elle a murmuré « Prends soin d'elle, comme ma fille l'aurait voulu. »« Je le ferai, » promit Théophile. « Toujours. » La fête était simple mais pleine d'amour. Margot, maintenant âgée d'1 an et demi, a couru dans l'herbe portant une petite robe blanche. Elle parle bien maintenant. Papa, maman, mamie. Et elle appelle Séraphine maman sans hésiter, sans confusion, parce que pour elle, Séraphine est sa mère. La mère qui est là, qui l'aime, qui prend soin d'elle. Certaines personnes de la haute société ne sont pas venues au mariage. Mais beaucoup sont venues, et celle qui comptait était là. Geneviève, la mère de Séraphine, ses frères, vrais amis de Théophile, des gens qui ont compris, des gens qui ont célébré le recommencement. Maintenant, la vie a établi un nouveau rythme. Théophile a réduit la charge de travail. Il part de la maison plus tard, rentre plus tôt, déjeune à la maison chaque fois que possible, dîne avec la famille tous les soirs. Il ne veut plus manquer aucun moment, ne veut plus vivre en pilote automatique. Séraphine a repris ses études, a repris la faculté de pédagogie. Théophile a insisté. Elle a essayé de refuser, mais il a été ferme. Tu as un rêve et je vais t'aider à le réaliser. Maintenant, elle est en dernière année, veut ouvrir une petite école pour enfants défavorisés et Théophile aide déjà à rendre le projet viable. Geneviève vit avec eux. Elle a sa propre chambre, un refuge quand elle en a besoin, mais passe les journées avec la famille, avec sa petite fille, aide Séraphine, s'occupe du jardin. Et chaque semaine, elle va au cimetière visiter Vivienne. Parfois, Séraphine va avec elle. Elles mettent des fleurs fraîches, parlent avec elle, racontent les nouvelles, comment Margot grandit, comment Théophile va bien, comment la vie continue, pas parce qu'elles ont oublié, mais parce qu'elle l'aurait voulu ainsi. Dans le bureau de Théophile, il y a une photo de Vivienne, la plus belle.
Elle sourit de cette façon qui illuminait tout, toujours avec des fleurs fraîches à côté. Séraphine en met chaque semaine, sans que Théophile le demande. Elle le fait simplement parce qu'elle comprend, parce qu'elle respecte, parce qu'elle aime l'homme qu'il est, incluant tout le passé qui l'a façonné. Théophile remercie toujours avec un baiser sur le front, avec une étreinte serrée, avec des mots qui ne sont pas toujours nécessaires, mais qu'il tient à dire. Il n'a pas oublié, n'oubliera jamais. Vivienne a été son premier amour, la mère de sa fille, et elle aura toujours une place sacrée dans son cœur. Mais il a appris quelque chose de précieux, que le cœur est assez grand pour garder plus d'un amour, qu'aimer à nouveau, ce n'est pas une trahison, c'est un honneur. Parce que celui qui aime vraiment veut que l'autre personne soit heureuse, même quand elle n'est plus là pour voir. Un après-midi de dimanche, Théophile et Séraphine sont sur la terrasse. Margot fait la sieste. Geneviève est allée rendre visite à une amie. La mère de Séraphine est retournée en province, mais vient les visiter tous les mois. La maison est silencieuse, un silence rare, mais bienvenu. Théophile est assis sur le rocking chair. Séraphine est sur ses genoux, la tête appuyée sur son épaule. Il regarde le jardin, les arbres qui bougent avec le vent, le ciel bleu sans nuages, la vie qu'ils ont construite ensemble. « Tu penses qu'elle comprendrait ?» demande Théophile doucement, regardant vers le haut, comme si Vivienne pouvait écouter de là où elle est. Séraphine tient sa main, entrelace les doigts. « Je pense qu'elle t'a envoyé vers moi pour qu'aucun de nous ne reste seul, pour que Margot ait une famille complète, pour que tu reviennes vivre, pour que j'apprenne ce qu'est vraiment aimer. » Théophile embrasse le haut de sa tête. « J'étais tellement perdu, tellement brisé, je pensais que je ne pourrais jamais regarder Margot sans ressentir cette douleur qui déchirait de l'intérieur. »« Et maintenant ?» demande-t-elle doucement. « Maintenant je la regarde et je vois un miracle. Je vois Vivienne, oui, je la verrai toujours, mais je vois aussi la fille que j'ai failli perdre par lâcheté. Je vois la fille incroyable qu'elle devient. Je vois l'avenir. Et ça ne diminue pas le passé, ça complète juste. » Il respire profondément, regarde Séraphine. « Merci de ne pas avoir abandonné cet homme brisé que tu as trouvé, d'avoir eu de la patience, de m'avoir forcé à me réveiller, de m'avoir donné une seconde chance d'être heureux. » Hein, Séraphine sourit, lève la tête, regarde dans ses yeux. Merci d'avoir laissé cet homme se réparer, d'avoir eu le courage de revivre, de m'avoir laissé faire partie de cette belle histoire, de m'avoir donné une famille, un foyer, un amour que je ne savais même pas qu'il était possible. Ils s'embrassent doucement, longuement, plein de promesses, plein de gratitude, plein de tout ce qui n'a pas besoin d'être dit, parce que c'est déjà là entre eux, palpable et vrai. Et là, sur cette terrasse, avec le soleil qui commence à se coucher à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose, ils comprennent « la vie a trouvé un moyen ». À travers la douleur, à travers la perte, à travers la peur, à travers le jugement. La vie a trouvé un moyen de continuer. Parce qu'aimer à nouveau, ce n'est pas oublier, ce n'est pas remplacer, ce n'est pas trahir, c'est avoir le courage de continuer, c'est honorer celui qui est parti en vivant pleinement. C'est comprendre que l'amour ne se termine pas. Il se transforme, s'étend, se réinvente, se multiplie. Théophile a aimé Vivienne, l'aime jusqu'à aujourd'hui et l'aimera pour toujours. Mais il aime aussi Séraphine d'une façon différente, mais pas moins vraie, pas moins profonde, pas moins réelle. Et ça ne diminue aucun des deux amours. Ça prouve juste que le cœur humain est extraordinaire, capable de garder, de guérir, de perdre et de recommencer. Margot se réveille de la sieste. Ils entendent ces petits bruits par le babyphone, les petits rires, les sons qu'elle fait en jouant seule dans le berceau. Séraphine va se lever, mais Théophile la retient doucement. « J'y vais, » dit-il. Sourit pour elle, embrasse son front. « Repose-toi un peu. » Il va jusqu'à la chambre, ouvre la porte doucement. Margot est debout dans le berceau, tenant les barreaux. Quand elle voit son père, elle ouvre le plus grand sourire. « Papa. »« Salut, mon amour. »« Tu as bien dormi ?» Il la prend dans ses bras. Elle se blottit contre sa poitrine, chaude, en sécurité.
aimer. « Où est maman ?» demande-t-elle. « Elle est là, dehors. Allons la voir. » Margot acquiesce excitée. Ils vont jusqu'à la terrasse. Quand Séraphine voit les deux, son cœur se remplit. Margot tend les petits bras. « Maman !» Séraphine la prend dans ses bras, couvre son petit visage de baisers. « Salut, mon amour. Salut, ma belle princesse. » Théophile observe les deux personnes qu'il aime le plus au monde. Ensemble, heureuses, vivantes, sa poitrine se remplit d'une émotion si grande qu'elle rentre à peine. Gratitude, amour, paix. Il regarde le ciel, où que Vivienne soit, et murmure mentalement « Merci, mon amour, pour tout, pour m'avoir appris à aimer, pour m'avoir donné Margot, pour avoir été la personne incroyable que tu as été, et merci de m'avoir donné des forces pour continuer, de me pardonner, de comprendre. Je promets de bien prendre soin d'elle, des deux, et je ne t'oublierai jamais, jamais. » Une brise douce passe, touche son visage, apporte l'odeur des fleurs du jardin comme une réponse, comme une étreinte, comme une bénédiction. Et la vie continue, parce que c'est ce que nous faisons. Nous continuons même quand ça fait mal, même quand ça semble impossible. Nous continuons pour nous, pour ceux que nous aimons, pour ceux qui sont partis et qui veulent nous voir heureux, pour ceux qui sont arrivés et qui nous apprennent à revivre. Théophile rejoint ses femmes, embrasse les deux. Séraphine appuie sa tête sur son épaule. Margot rit, ce rire cristallin d'enfant qui ne connaît pas la douleur, qui ne connaît que l'amour. « Je vous aime », dit Théophile, « pour les deux, pour le monde, pour qui veut entendre. »« Nous t'aimons aussi », répond Séraphine. Embrasse sa joue. Margot imite, donne un bisou mouillé sur le visage du père, puis sur la mère. « Amour », dit-elle, un nouveau mot qu'elle a appris cette semaine. « C'est ça, mon amour », dit Séraphine, souriant à travers les larmes de bonheur. « Amour, c'est ce que nous sommes, amour. » Et ainsi se termine cette histoire, pas avec une fin, mais avec un recommencement. Parce que la vie n'est pas faite de fin, elle est faite de chapitres. Et parfois, les plus beaux chapitres viennent après les plus douloureux. Il suffit d'avoir du courage. Il suffit de croire. Il suffit de se permettre. Il suffit de revivre encore et encore et encore. Toujours. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'amour. Et tant qu'il y a l'amour, il y a l'espoir. Et tant qu'il y a l'espoir, il y a un demain qui vaut la peine d'être vécu. Théophile, Séraphine et Margot. Trois âmes qui se sont rencontrées au moment exact où elles en avaient le plus besoin. Trois cœurs brisés qui se sont réunis et se sont guéris. Trois vies qui ont prouvé que l'amour est plus fort que la douleur, que recommencer, ce n'est pas oublier. Qu'honorer le passé, c'est vivre pleinement le présent et construire ensemble un avenir plein de promesses. Et si tu te demandes si leur bonheur a duré, si le jugement des gens s'est arrêté, si un jour tout est devenu parfait, la réponse est « La vie n'est pas un conte de fées ». Il y a eu des jours difficiles, il y a eu des moments où Séraphine s'est sentie peu sûre. Il y a eu des fois où Théophile a encore pleuré pour Vivienne. Il y a eu des jugements qui ont fait mal. Mais tu sais ce qu'il y a eu de plus? De l'amour, beaucoup d'amour. Le type d'amour qui choisit de rester même quand c'est difficile. Le type d'amour qui lutte, qui pardonne, qui comprend, qui grandit. Et c'est ce type d'amour qui construit de vraies familles, pas les parfaites, mais les réelles. Et au final, c'est ça qui compte. Pas l'opinion des autres, pas le jugement de la société, mais l'amour qui existe à l'intérieur de la maison. L'amour qui guérit, l'amour qui transforme, l'amour qui permet que des personnes brisées redeviennent entières. Parce qu'aimer à nouveau, ce n'est pas oublier qui on a aimé avant. C'est prouver que cet amour nous a bien appris, nous a appris à être capables d'aimer encore plus, d'aimer mieux, d'aimer toujours. Et c'est le plus grand hommage que nous pouvons faire à celui qui est parti. Ne pas arrêter de vivre, ne pas arrêter d'aimer, ne pas arrêter de croire que de meilleurs jours viendront, parce qu'ils viendront, ils viennent toujours pour celui qui a le courage de continuer. Et toi,
Crois-tu qu'il est possible d'honorer le passé et d'avoir encore le courage de recommencer? As-tu vécu ou connais-tu quelqu'un qui a affronté une situation similaire? Laisse ton opinion dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que tu penses de cette histoire. Si tu as été ému, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vont toucher ton cœur. Et n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo recommandée. Une autre histoire incroyable t'attend.